Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre journal régional édition de 19 heures. Merci de votre fidélité. Dans l'actualité de ce samedi 20 février, l'exceptionnelle saison touristique que vivent actuellement les hôteliers guadeloupéens. Quasiment tous les établissements affichent en effet complet, mais c'est un succès qui est peut-être en trompe-l'œil quant à ses retombées économiques. En effet, nos visiteurs actuels seraient d'abord de faible pouvoir d'achat, ils sont en même temps demandeurs de services qu'ils ne rencontrent pas en Guadeloupe, et déjà certains hôteliers se demandent même s'ils ne finiront pas par se rabattre chez nos voisins de la Caraïbe. Le reportage de Muriel Barlagne. Cette petite structure hôtelière est installée à Gosier depuis 37 ans. Elle propose 5 chambres, 11 studios et un appartement. Sa clientèle vient habituellement des îles voisines, Martinique, Dominique, Les Saintes, La Désirade ou encore Marie-Galante. L'hôtel ne figure pas sur les sites de réservation en ligne. Pourtant, depuis décembre 2015, des vacanciers venus d'Europe et des États-Unis affluent. L'hôtel est pratiquement tout le temps complet. Ce qui semble être une bonne nouvelle ne réjouit pas forcément Ferdinand Tripoli, le responsable de l'établissement. Nous nous retrouvons avec un afflux d'une clientèle que nous avons du mal à traiter parce que tout simplement, cette clientèle qui arrive est une clientèle qui est plus pauvre que les Guadeloupéens qui les reçoivent. En conséquence, nous pouvons nous féliciter de ce que ça nous a apporté comme argent frais, mais nous aurions surtout à craindre le retour de bâton, c'est-à-dire ce qui se passera dans les futures années estivales, puisque la Guadeloupe n'a pas été préparée à recevoir cet afflux de clientèle, et que d'autres pays, d'autres îles de la région, en particulier Cuba, s'ouvrent au monde, et est déjà préparé. Fidel Castro, quoi qu'on puisse en dire, a préparé totalement son pays à l'ouverture au monde après Fidel Castro, et nous aurons à compter avec l'Amérique toute proche, c'est-à-dire donc Cuba, Santo Domingo, etc. Cet hôtel a dû faire appel à 2 personnes supplémentaires pour faire face à la surcharge de travail entraînée par l'affluence de clients. Mais son responsable ne se sent pas armé pour faire face à une telle situation. Nous n'avons ni les moyens professionnels, ni les moyens financiers de recevoir ce genre de monde. Donc nous avons dû faire, comme tout le monde, embaucher en catastrophe, faire des nuits impossibles avec un personnel qui n'est pas qualifié, et qui n'a que ses dents pour sourire et son humeur pour pouvoir faire face à ce genre de situation. C'est vrai que nous sommes complet, c'est vrai que nous travaillons tous très bien, mais c'est vrai aussi que nous ne répondons pas du tout à l'attente de cet afflux de clientèle parce que nous n'y sommes pas préparés, que nous n'avons pas non plus reçu ni les moyens de le faire. Voilà, c'est tout. Selon Ferdinand Tripoli, le succès actuel de la Guadeloupe auprès des touristes serait dû au contexte actuel qui rendrait les autres destinations moins sécurisantes. Mais peu préparés à cette situation, nous serions victimes de notre succès. Économie toujours, nous vous le disions au cours de nos précédentes éditions, la centrale géothermique de Bouillante passera bientôt aux mains d'un groupe américain, Ormat Technologies, c'est son nom, prendra en effet le contrôle de l'établissement. La mairie de Bouillante, bien sûr, se réjouit de l'arrivée de ces Américains et en profite pour ressortir une vieille revendication, le versement d'une taxe à la commune. Reportage Jacques Damprobe. En mairie de Bouillante, le premier magistrat de la commune et l'élu délégué à l'environnement évoquent la centrale géothermique de Bouillante. Il se félicite des perspectives d'avenir offertes par l'annonce du rachat en cours par l'américain Ormat Technologies. Faut-il y voir une aubaine pour la commune de la Côte-sous-le-Vent? En tout premier lieu, ça va faire parler de Bouillante, puisque effectivement, que ce soit aux États-Unis, maintenant Bouillante est connue, au niveau national, et puis toute la Caraïbe, on parle de Bouillante. La deuxième chose, c'est que je pense que ça va permettre de donner un vrai coup d'accélérateur pour le développement de la géothermie, une énergie pour laquelle je me bats depuis de nombreuses années. Et puis j'espère que ce développement-là va permettre de préserver l'emploi local, de permettre la création de nouveaux emplois et puis surtout de permettre à la ville d'obtenir la redevance qu'elle réclame depuis plus de 20 ans. Le fait que depuis plus de 60 ans la géothermie est exploitée à Bouillante, nous n'avons que les retombées négatives. Allez interroger les populations qui vivent autour depuis plus de 60 ans, mais ces gens-là vivent au quotidien le bruit, les vibrations, parfois des odeurs nauséabondes.
les retombées de pluie acide, etc., etc. Et je rappelle que par ailleurs, sur d'autres endroits, sur d'autres champs de compétences, d'autres domaines, quand il y a une exploitation industrielle, il y a des retombées, une redevance qui est reversée à la commune. Et ce n'est pas le cas pour Bouillante parce que tout simplement, c'est une énergie, c'est une industrie qui est la première en France. Et donc, effectivement, on a été oublié et nous, on se bat pour que cet oubli soit réparé. Un manque à gagner chiffré à 1,5 million par an par le maire, une manne non négligeable pour une commune comme Bouillante. La centrale géothermique se rattrape quelque peu par des embauches locales parmi les 17 salariés qui relèvent du statut des industries électriques et gazières. Nous avons effectivement une partie, 50% de l'effectif qui doit être en dessous de 30-35 ans. Nous avons donc des plus anciens. Plus que le fait d'avoir des jeunes ou des moins jeunes, c'est en fait cette mixité entre jeunes et plus anciens qui me paraît important pour l'expérience, transfert d'expérience. Et c'est vrai que nous sollicitons également, nous sommes sollicités régulièrement par des jeunes pour des formations en alternance. Loïc Latouche fait partie des jeunes qui ont intégré l'usine. Il en est à sa 3e année. Le jeune homme occupe le poste de chef de car et a bien l'intention de gravir les échelons dans l'entreprise. Ma fonction première, c'est d'assurer la sécurité des personnes et du matériel. Il fait le bon fonctionnement de l'unité B1 et l'unité B2, faire des rondes mensuelles. Sous ma responsabilité, j'ai aussi le chef de bloc qui s'occupe de vérifier les paramètres de la machine. On fait aussi tout ce qui est ronde journalier et il fait les différents rapports d'incidents qui se passent sur le site. Dans mon cursus scolaire, c'est vraiment un aboutissement pour moi d'arriver à une telle fonction. On est une écoute très jeune et on apprend beaucoup dans la géothermie de nos jours. On peut monter en grade qui a différents postes, que ce soit à partir peut-être de la maintenance, pour arriver à des responsabilités dans l'encadrement. Les énergies renouvelables représentent moins de 20% du mix énergétique de l'archipel. L'objectif est d'atteindre l'autonomie électrique en 2050. Social, les éleveurs bovins ont finalement eu gain de cause après leur manifestation de jeudi pour réclamer le versement d'une aide qui leur était due par l'État. La préfecture a annoncé hier dans l'après-midi la mise en paiement de cette aide par l'agence de services de paiement. Il s'agit de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant. C'est une aide qui est versée aux éleveurs pour des bovins nés entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de cette année, une aide qui s'élève entre 200 à 250 euros. Et puis les enseignants du collège de Petit-Bourg, eux, continuent leur mouvement de grève pour dénoncer les suppressions de postes annoncées à la rentrée prochaine dans leur établissement. Aujourd'hui, ils ont manifesté, défilé dans les rues de Petit-Bourg. Ils espèrent ainsi rallier à leur mouvement d'autres établissements. Demain, 21 février, sera la journée internationale de la langue maternelle, une journée proclamée par l'UNESCO. Et chez nous en Guadeloupe, c'est l'AMECA, la Médiathèque Caraïbe, qui a choisi d'organiser une réflexion sur les langues maternelles dans nos pays de la Caraïbe. Ainsi, chez nous, où deux langues se côtoient, sont en contact, quelle est réellement notre langue maternelle? Quelques éléments de réponse avec Muriel Barlagne. Le 21 février a été proclamée Journée internationale de la langue maternelle par l'UNESCO. Pour cette 16e édition, la Médiathèque Caraïbe a organisé une table ronde au Fort Fleur d'Épée avec des intervenants de la Caraïbe. Les situations sont très diversifiées dans la région. Grégory Rabès, créoliste et conseiller à la culture au gouvernement de la Dominique, est venu parler du cas de l'île voisine où, selon lui, plusieurs langues maternelles se côtoient. En Dominique, il y a une spécificité. Normalement, langue créole, nous parlons en Guadeloupe, Martinique, Dominique, ça c'est langue maman, de forme culturelle, historique, position créole, historiquement la Dominique. Mais il y a des communes en Dominique, là, il y a une tradition anglaise, c'est mon là, il est sorti d'Antigua, Montserrat, c'est venu en Dominique et puis en créole anglais. Alors, le cas qui est anglais, ça la cocoy. Ça, c'est un créole anglais. So, il peut parler de ces communes-là, ça. Mais il y a l'autre, on peut dire anglais, entre guillemets, ça veut dire que anglais dominicain. Et anglais, c'est anglais, typique à pays, tout le monde a parlé ça. Et puis, l'anglais, il est influencé par
pas créole, français, mais c'est qui mot anglais quoi. Mais il y a des mots en créole, dans Sanoka qui est anglais dominicain. En Haïti, la situation est encore différente. Le créole en Haïti est la langue des 100% des Haïtiens. Évidemment, il y a un petit groupe de parents de la classe dite moyenne ou même bourgeoise, peut-on reconnaître, qui pensent que le français c'est la langue maternelle de leurs enfants. Évidemment, ces enfants-là sont en contact avec le français à un certain âge, je pourrais dire dès leur tendre enfance. Mais quand on considère la pratique ambiante des langues en Haïti, on peut dire que le créole haïtien c'est la langue maternelle de tous les Haïtiens. Alain Dorville, docteur en sciences de l'éducation et psychologue scolaire guadeloupéen, préfère parler de langage de l'environnement familial, celui sur lequel l'école devrait s'appuyer pour enseigner le français standard. On peut dire que l'école a toujours eu une attitude de mépris face à ceux qui n'est pas standardisé, face à ceux qui n'ont pas un statut de correction, en tout cas n'a pas une référence. Or, précisément, la langue dont je parle, la fameuse langue maternelle entre guillemets dont je parle pour les enfants, celle qui est dans le cerveau des enfants, eh bien, elle n'a pas tous ces éléments-là. Ce qui fait qu'elle a tendance à être mise de côté, à être dévalorisée, ou en tout cas, dans le meilleur des cas, à être simplement tolérée. C'est-à-dire qu'on va accepter que l'enfant parle cette langue-là et on va tourner vite la page pour aborder le français standard. Or, tout le problème de l'apprentissage, c'est précisément d'ancrer tout apprentissage standard ou nouveau à partir de ce qui est déjà là. On parle de langue maternelle pour désigner la première langue apprise par un enfant. Lorsqu'elle ne respecte aucune règle officielle, peut-elle encore être appelée langue maternelle? C'est l'une des questions complexes dont on a essayé de faire le tour aujourd'hui. Excellente réflexion. Voilà qui nous emmène à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, voire plus loin. Ce soir, nous irons par exemple jusqu'en Bolivie, où demain aura lieu un référendum pour permettre éventuellement au président de la République, le célèbre Evo Morales, de se présenter à un 4e mandat. Plus de 6 millions de Boliviens sont convoqués dimanche à un référendum permettant ou pas à leur président de se présenter pour un 4e mandat. Déjà en 2009, après 2 mandats de 5 ans à la tête de l'État bolivien, Evo Morales avait fait adopter une nouvelle constitution lui permettant de remplir pour 5 ans supplémentaires. Dimanche, c'est une autre rallonge que Morales demande à ses compatriotes. Son parti, le MAS, Mouvement vers le socialisme, jure que le président n'ira pas au-delà, mais l'opposition dénonce une dérive monarchique vers un mandat à vie. En campagne pour obtenir un 4e mandat, le président Morales est confronté à un scandale sexuel et à une vague de violence politique. Des centaines d'étudiants et d'Indiens venus des hauts plateaux ont dénoncé Evo le corrompu, le traître et même l'assassin. Car à l'instant où se déroulait ce meeting, un incendie déclenché dans une mairie par des partisans du MAS, le parti au pouvoir, faisait 6 morts. Si le non l'emporte dimanche, Morales passera la main en janvier 2020, après 15 ans de mandat qui auront profondément changé le visage de la Bolivie. Si le oui triomphe, Evo Morales pourra se représenter en 2019 et régner jusqu'en 2025. De retour du Mexique, le pape s'est confié aux journalistes qui l'accompagnaient dans l'avion. Pour la première fois, un pape a entrouvert la porte à l'usage de la contraception. Le pape François rappelle que l'avortement est un crime, mais que la contraception peut exceptionnellement être un moindre mal. Faisant bien la distinction entre avortement et contraception, il a ainsi rappelé que Paul VI, pape de 1963 à 1978, avait permis à des religieuses d'utiliser au Congo des contraceptifs parce qu'elles étaient violées par des militaires. De son côté, l'ONU a demandé début février aux pays touchés par le virus Zika d'autoriser l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement. Cette recommandation divise particulièrement les gouvernements latino-américains, partagés pour certains entre leur attachement à la doctrine catholique et leur volonté d'endiguer un problème de santé publique majeur. Après avoir annulé sa performance sur la scène des Grammy Awards la semaine dernière, puis retardé le début de sa tournée, la chanteuse barbadienne annule ses concerts. Déjà jeudi dernier, Rihanna avait annoncé sur son site internet qu'elle avait décidé de repousser le lancement de sa tournée mondiale, qu'elle devait entamer la semaine prochaine.
Finalement, elle devrait débuter le 12 mars. D'après le magazine People, la raison de ce report est liée à des problèmes en production. Une raison qui ne semble pas soulager les fans, qui ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter de l'état de santé de leur idole. En effet, selon le site TMZ, Rihanna était en fait hystérique le jour des répétitions pour les Grammy Awards et aurait piqué une énorme crise avant d'annuler sa prestation à la dernière minute. Certaines personnes affirment qu'elle a annulé sa performance à cause d'une grosse bronchite. Beaucoup n'y croient pas car Rihanna chantait à la perfection 2 nuits avant les Grammy au gala caritatif organisé par Lionel Richie. Rihanna serait-elle au bord du burn-out ? Espérons que la jolie Barbadienne retrouvera les ressources nécessaires pour mener à bien sa tournée. Et on le lui souhaite bien sûr. Retour chez nous, Pointe-à-Pitre aura bientôt son centre d'animation culturelle et d'éducation. C'est un complexe qui va prolonger l'actuel hall Paul Chanchon. L'ouvrage devrait être achevé d'ici 1 mois et demi. Dès aujourd'hui, la municipalité a souhaité réunir les associations sportives pour leur fixer ses modalités d'utilisation. Anne-Elisabeth Artsen. Les associations sportives de Pointe-à-Pitre ont visité ce samedi matin leurs futures infrastructures. En effet, le centre d'animation culturelle et d'éducation de Bergevin sera très bientôt opérationnel. Aujourd'hui, nous sommes sur une étape supplémentaire avant la mise à disposition de ces espaces sportifs du CACEP, c'est-à-dire la deuxième partie du hall Paul Chanchon, pour de nouvelles disciplines, et nous réunissons l'ensemble des acteurs du monde sportif pointois de façon à ce que nous voyons avant la toute fin des travaux les salles qui sont mises à disposition, les espaces, et de façon à ce que nous puissions amorcer en concertation avec les associations le mode de fonctionner, les cohabitations qui vont se faire, les perspectives qui s'ouvrent au club en termes d'entraînement, en termes de compétition et en termes de développement de leur discipline. Donc c'est une belle étape, une nouvelle avancée avant l'inauguration de ce très bel espace sportif. Ce bâtiment multi-activités, teinté d'histoire du sport guadeloupéen, a été conçu dans le respect de son passé sportif. Alors, en tant qu'architecte, c'est un projet qui est très, très important pour nous, justement parce que c'est un lieu qui a un point d'histoire et qui a marqué le sport guadeloupéen. Et notre volonté est d'offrir aux nouvelles générations un équipement qui peut, pareil, rebondir sur des nouvelles heures de gloire du sport guadeloupéen, puisque ici, on a quand même connu pas mal des grands sportifs qui sont devenus champions du monde, à la fois en escrime et en karaté et dans d'autres sports. Donc nous, on a voulu marquer par l'architecture ces hauts faits d'armes dans le sport guadeloupéen. Le CACEB comportera donc diverses disciplines, telles que les sports de combat, l'escrime et la danse. Le concept est de réunir en un même lieu des salles d'entraînement et d'avoir des compétitions dans le hall Paul Chanchon, qui devient alors un équipement polyvalent. Et les clubs pointois n'ont pas été à la fête à l'occasion de la 16e journée du championnat de division d'honneur, dont la première partie s'est déroulée cet après-midi. Je vous en livre les résultats. USBM Arsenal, c'était hier soir 0-0. La Gauloise a été défaite sur son terrain par le CSM qui se reprend donc après avoir chuté face à l'USR la semaine dernière, 4-2 pour les Mouliens. L'USR a battu sur le fil le Red Star donc de Pointe-à-Pitre 1-0, après une belle résistance pourtant des Pointois. Et puis la Juventus a défait elle aussi sur le fil la Solidarité Scolaire, autre club pointois, 2-1. Au programme, ce soir 20h, Phare du Canal contre l'Amical Club de Marie-Galante, c'est à Petit Canal, Sirocco étoile aux Abîmes et CA Marquisa à Auger, ce sera à Cap-Esther-Bello. Voilà donc le programme de ce soir à partir de 20h. On termine avec le mois de l'Afrique et au centre culturel de Sonis ce soir, vous pourrez assister à un spectacle de danse et de chant avec même une élection de la reine du sabbat, mais il est surtout question d'un hommage à quelques femmes noires célèbres dans l'histoire. Anne-Elisabeth Artsen. Valoriser la beauté au naturel, c'est le leitmotiv de cette élection organisée par l'association Racine ce samedi. Au programme, mode, coiffure et histoire.
L'élection de la Reine de Saba, c'est une élection qui s'adresse à toutes les femmes noires, les plus âgées, les plus jeunes, les grosses, les minces, les grandes. À partir du moment où on est naturel, cheveux, peau naturelle, l'élection de la Reine de Saba, c'est pour vous. Voilà. C'est une élection qui nous rassemble. Le but, évidemment, c'est une élection, donc il y aura une gagnante, mais le but, c'est pas de gagner, c'est d'être ensemble, de montrer qu'on est belle, telle qu'on est, extérieurement, intérieurement. Et le fait de travailler ensemble sur ce projet, ça rassemble les gens, ça crée des liens. Et pour nous, c'est ce qui compte, quoi. Donc la mode au naturel, la créativité, les filles mettent en avant leur talent. Et puis de l'histoire aussi, puisqu'elles mettent en avant une femme afrodescendante qu'elles ont choisie, donc qui peut être connue ou pas, mais qu'elles ont choisie parce que cette femme les a touchées. Voilà, donc on parcourt notre histoire, on montre comme on est belle et puis on montre nos talents aussi. All your daddy's wish and your money's good looking. David Eros, Luc Hubert Séjor, le trio Isa Dromi et la griotte Fatoumata Kouyaté de Guinée participeront à cette élection. Rendez-vous donc au Centre culturel Sonis, moyennant 10 € pour connaître la Reine de Saba 2016. Le temps qu'il fera sur notre archipel demain matin, du soleil un peu partout, mais quelques zones nuageuses qui pourront donner droit à des averses, mais des averses essentiellement sur les reliefs, donc pas de panique. Et puis les températures seront comprises entre 24 et 26 degrés. Dans un instant, notre rubrique innovation concoctée par notre rédaction et plus particulièrement par Karine Gielman qui sera suivie du journal de TF1, notre programme de la soirée, l'émission The Voice. L'information, bien sûr, sur Alizé, c'est aussi notre site www.alizé.com. Je vous donne rendez-vous demain, 12h30, pour notre premier rendez-vous avec l'actualité régionale de ce dimanche 21 février. Excellente soirée.